Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, toujours en direct du maquis, et voilà où nous en sommes après 1,72% de baisse. Nous validons plusieurs choses. La première, c'est que nous avons ici ce que l'on appelle une étoile du soir, peu orthodoxe mais complètement valable. Vous voyez, une bougie 2 qui est verte ou rouge, une bougie 1 qui est verte, une bougie 3 qui est rouge. Bref, la séquence est parfaite. Pour avoir les étoiles du soir les plus féroces, normalement il faut un gap, hein, c'est pas de chevauchement entre la bougie 1 et la 2 d'une part et la bougie 2 et la bougie 3 d'autre part. Là il y a bien chevauchement, mais ça demeure quand même une étoile du soir, avec une implication normalement baissière. Ça se traite, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Vous remarquerez également que l'on a comblé le gap dont on pouvait craindre qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement, et effectivement, alors on peut toujours espérer qu'il s'agisse d'un gap commun, ce qui nous amènerait à considérer plutôt qu'une continuation de la baisse, une sorte de latéralisation qui pourrait prendre par exemple cette forme-là, mais il peut aussi et surtout s'agir d'un gap d'essoufflement après un premier gap, un deuxième gap, un troisième gap. C'est assez classique, et si c'est un gap d'essoufflement, normalement ça nous annonce une continuation de la baisse. De toute manière, on n'en sait absolument rien. C'est pas pour ça qu'on peut pas le trader, mais aucune certitude à ce point, à ce niveau. N'oubliez pas, j'aimerais vous montrer les données hebdomadaires parce qu'il faut toujours regarder une image d'ensemble quand on analyse quelque chose. Regardez, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est pas neuf, mais je suis obligé de le dire pour les petits nouveaux. Vous voyez, on a ici un canal. Ce canal avait fait l'objet d'une cassure ici tout au long de la semaine, et j'avais expliqué que attention, ce sont des figures qui se voient sur les données hebdomadaires, donc il fallait valider la cassure du canal un vendredi soir, et pour l'instant on est plus proche d'une invalidation de la cassure sous forme donc d'une fausse cassure que de la cassure de ce canal noir. C'est important parce que si on casse le canal noir, il y a un objectif théorique qui est de prendre la hauteur de ce canal reporté par-delà le point de cassure. Par contre, si on ne casse pas ce canal, eh bien malheureusement c'est le scénario d'une éventuelle accélération de la baisse, avec pourquoi pas la possibilité d'une nouvelle rotation qui se met en place. Plus important encore, j'ai envie de dire, le statut de cette résistance hebdomadaire ici des 7120, 7184, niveau historique, hein, qui a fait l'objet d'une création de résistance en novembre, et dont on pouvait espérer qu'il fût cassé, qu'elle soit cassée cette semaine. Mais là aussi, hein, si on devait clôturer en dessous ou même à l'intérieur de la zone grise, actant la résilience de cette résistance et le fait qu'elle ne soit pas cassée, ce serait la même chose, mais en pire, puisqu'on aurait une énorme mèche haute ici montrant la prise en main progressive des haussiers, enfin des baissiers, et là aussi ça pourrait nous amener vers un scénario de continuation de la baisse. Donc il faut absolument clôturer significativement au-dessus des 7185. Je reviens à mes données journalières. Ce que je n'aime pas beaucoup non plus, c'est enfin non, je m'en fiche en fait, hein, mais elle existe, c'est la vague de Wolf, et la vague de Wolf baissière ici, j'ai expliqué, vous prenez le point 1, le point 3 et le point 5, ok, ça donne quelque chose comme ça, et elle est valable cette vague de Wolf, hein, donc c'est trois sommets qui sont alignés, et qui sont alignés avec des creux intermédiaires, le creux numéro 2 et le creux numéro 4 ici. Donc bon, attendez, je travaille vraiment un peu comme un cochon, mais voilà, ça donne à peu près ceci. Je suis obligé de l'enlever au fur et à mesure régulièrement parce qu'on ne voit plus rien au graphe, hein, c'est pour ça que je suis obligé de le redessiner. Mais en tout cas, statistiquement, on peut envisager que les cours aillent chercher le point 4. Alors statistiquement, on a vu que ça fonctionnait plus souvent que ça n'échouait, mais ça se joue pas à grand chose, hein. C'est pas le caractère prédictif qui est intéressant. Ce qui est intéressant surtout, c'est le scénario avec un ratio gain-risque absolument faramineux, puisque si on va chercher le point 4 dans un premier temps, et encore plus si on va chercher le point 6 dans un second temps, vous voyez le ratio gain-risque avec un stop loss relativement limité, on peut faire du ratio gain-risque de 3, 4, 5, c'est ça qui est surtout intéressant. Oui. Et ça, c'est l'élément qui m'intéresse également. Il y a un module avec les exercices corrigés dans le pack Total Trado si vous voulez vous entraîner, pour ceux qui ont déjà le pack. Le chandelier japonais est moche, mais la bougie Akinashi l'est moins, puisque bon, vous le savez, hein, les bougies Akinashi tiennent compte de la bougie précédente, donc c'est pas aussi mauvais. Il demeure que c'est la fin de la série haussière, puisque on est après 1, 2, 3 bougies sans mèche basse faisant suite à une série magnifique là. Bon, vous voyez, ça peut être une simple pause avant une reprise de la hausse, hein, pourquoi pas, mais pour l'instant en tout cas c'est la fin de la hausse avec cette pause. Et j'aimerais attirer votre attention sur le 3-line break, qui est toujours dans une situation haussière, hein, c'est pas la question.
Mais vous voyez, on n'a pas encore inscrit de bloc rouge. Le problème interviendrait justement le jour où on inscrira un bloc rouge, c'est-à-dire que lorsqu'on clôturera en dessous de 7177 de mémoire. Et le jour où on fera ça, il faut faire attention parce que les blocs rouges, c'est comme les blocs verts, hein. Quand il y en a un qui est inscrit, généralement, c'est pas le seul, ça continue derrière, comme ici, comme là. Ok, donc faites attention, surveillez le fill and break. Je vous rappelle que vous avez un tutoriel sur le site de la Trado Academy. Si vous ne comprenez rien au fill and break, vous... je vais le mettre juste là. Ok, au-dessus de la vidéo. Regardez maintenant les éléments techniques. Alors, les éléments techniques sont toujours positifs, mais avec des alertes. Alors, la moyenne mobile à 7 jours est préservée, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est préservée, on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est préservée, on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. Regardez la réintégration des bandes de Bollinger. Alors, regardez, on savait qu'après une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, on avait plus d'une chance sur deux de faire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est chose faite. Normalement, hier, avec la clôture au-dessus de la bande de Bollinger, on aurait dû avoir une troisième clôture au-dessus de la bande de Bollinger, mais bon, voilà, lorsque le Nasdaq perd plus de 3%, généralement, ça emporte tout dans son sillage, et donc, du coup, on a réintégré. Lorsque l'on réintègre après être sorti, normalement, on va chercher la M7, donc c'est chose faite. Attention, hein, si on casse la M7, beaucoup viseront la M20, mais pour l'instant, la M7 est préservée. Pas de doute au niveau de la tendance de long terme, toujours aussi avec la M200 qui monte, donc pour l'instant, ce n'est qu'une consolidation, hein, rien de plus. De toute façon, je vais vous dire, hein, ça sert à ça l'analyse technique, hein, de se débarrasser un petit peu, hein, des éléments émotionnels. Pour l'instant, vous le voyez bien, hein, c'est une consolidation. D'ailleurs, si on regarde l'accélération à laquelle on a assisté depuis les plus bas récents, ouais, on peut s'attendre à un retracement jusqu'au 23,6% de Fibonacci. Bon, ça serait très classique, très commerçant. On va même envisager un retour sur les 38,2% parce que ça nous permettrait de valider le scénario en throwback pour repartir de l'avant. Donc, ça n'aurait absolument rien d'inquiétant de perdre encore, hein, 1,2%. Ça serait très, très, très classique. Et ça sert à ça l'analyse technique aussi, hein, à faire des scénarios, à relativiser et tout ça. Bon, voilà, pour moi, pour l'instant, c'est un non-événement, hein. Et nous avons également les éléments techniques. Alors attention, beaucoup d'indicateurs techniques rapides délivrent un signal baissier. Le RSI qui sort de sa zone de surachat, c'est baissier. Le MACD0 également. Le stochastique aussi. Et puis je n'aime pas le fait que les volumes augmentent à mesure que la baisse s'installe. Et vous voyez, on a eu trois bougies de hausse avec... des volumes qui étaient ceux qu'ils étaient, et puis là sur la première bougie de baisse les volumes ont augmenté, donc bon, voilà, ça crédibilise là ce qui se passe, hein. Et on termine avec l'Ishimoku qui indique toujours que la tendance n'est absolument pas remise en compte, en tout cas la tendance de fond elle est haussière, la tendance générale elle est haussière et la tendance immédiate elle est haussière. Les traders vont acheter pour beaucoup sur la Kijun, certains les plus nerveux vont acheter sur la Tenkan en pariant sur un rebond technique, mais c'est surtout la Kijun que les traders aiment bien solliciter. Donc là, ça, pour le coup, ça nous amènerait à une baisse encore de 3% avant d'avoir des intérêts acheteurs du côté de l'Ishimoku, hein, des traders Ishimoku. Et on termine donc avec les trades du jour. Et les trades du jour nous donnent plusieurs possibilités, comme toujours. Alors, si vous voulez trader l'étoile du matin, par exemple, enfin du soir, pour changer un petit peu. Bon, la stratégie, elle est claire, on l'a déjà backtesté, ça fonctionne, hein, en général. Enfin, pas toujours en général, donc c'est purement probabiliste. Vous mettez un stop loss au-dessus de l'étoile du matin, pardon, j'y tiens, du soir. Soit un tick au-dessus pour les plus nerveux, soit vous pouvez mettre à 2,3, vous pouvez mixer les ATR, comme j'ai dit plusieurs fois, et vous visez la même chose, mais en dessous. Okay. C'est un peu dangereux en ce sens que dès qu'on arrivera dans la zone de support hebdomadaire, vous allez vous exposer à des vents contraires. Ceux qui veulent limiter ça peuvent attendre un éventuel retour vers le haut avant d'initier la position baissière pour essayer d'éviter la zone de support. Ça c'est jouable, hein, je le fais souvent sur des stratégies subjectives discrétionnaires, on va dire. Ceux qui veulent acheter peuvent acheter sur cette zone, hein, puisque encore une fois il y a de fortes chances pour qu'elle soit mise à profit par des traders. Donc l'idée c'est que vous attendez que ça baisse, vous mettez vos épuisettes, vous achetez à ce niveau, stop de protection en cas de retour significatif en dessous de la zone, par exemple je sais pas moi 1,2, 1,3%, vous visez un retour sur le plus haut 2,8, excellent ratio gain risque, c'est possible. On termine ce tour d'horizon, je ne vais pas donner toujours les mêmes trades, hein, c'est pour ça que je ne parle pas de rentrer en plusieurs fois, c'est tout à fait possible, mais bon, vous avez compris, j'en ai parlé 50 fois. Regardez les données intraday, c'est toujours important d'avoir les données intraday et
Si vous voulez trader sur de l'intraday avec notamment des CFD ou des Turbo 24 avec mon partenaire IG, vous pouvez le faire à partir par exemple de cette zone. Alors ça c'est une zone de support ici hein, qui a bien fonctionné en intraday aujourd'hui. Enfin je sais pas, j'ai vu ça après coup, hein, j'ai pas tradé aujourd'hui, mais bon, l'idée c'est qu'on avait une résistance, ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'était support. Alors attention parce que moi j'aime bien penser que plus un support est sollicité et plus il est fragile. Alors je sais ça va complètement contre la vulgate, mais en intraday j'ai plutôt tendance à penser ça. Donc on peut envisager non pas d'acheter ici mais d'acheter là. Si on achète ici avec un stop de protection soit très agressif à 0,3% en visant au moins 0,3% à la hausse, vous pouvez également attendre que l'on remonte un petit peu éventuellement pour spéculer à la baisse. Si vous voulez spéculer à la baisse, ma première zone de résistance, ça m'étonnerait qu'on y aille, hein, c'est 7376, 7385 dans l'immédiat, mais si vous utilisez les retracements de Fibonacci à partir des niveaux actuels, vous pouvez éventuellement attendre que l'on revienne sur les 50% de Fibonacci. Ici, ça correspond globalement à une petite résistance intraday pour initier une position vendeuse pour parier sur le fait qu'on ressombrera sans revenir très haut, puisque voilà, si la consolidation doit se mettre en place, elle risque d'aller un peu plus loin que le niveau actuel. Je vous ai expliqué qu'un retour ici serait assez intéressant. Donc l'idée c'est que si vous spéculez à la baisse, si on revient sur les 38% de Fibonacci, vous mettez un stop à 0,67 et vous parez sur un tour à moins 1,67, excellent ratio gain-risque aussi. Hein. Voilà, c'en est terminé de l'analyse du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Toute manière, je me suis fait choper, donc c'est mort et les choses redeviendront normales normalement ce week-end. À demain donc pour la mise à jour, mais bon je vous garantis pas non plus, c'est un peu particulier puisque encore une fois c'est la fin de vacances, mais normalement retour à la normale ce week-end.